Donc bonjour à tous, rebonjour. Juste pour mémoire, nous avons 45 minutes pour pouvoir tenir le timing de la journée et répondre également à cette question absolument passionnante. Médecins libéraux, les libéraux et les institutions, quelle relation entre eux? Et nous avons pour cela un superbe plateau puisque nous avons quasiment tous les représentants du secteur, en tout cas sur ce terrain relationnel, à la fois Madame Marie-Paul Glady, donc qui vient d'arriver, pour la COAM de Strasbourg, Laurent Habert qu'on a déjà vu ce matin, le directeur de l'agence régionale de santé en Alsace, Patrick Le Sur également, pour tout ce qui est pour la DRSM d'Alsace-Moselle. Pierre-Paul Schlegel pour l'URML Alsace, Daniel Lortois qui vient de se présenter et qui est le président du régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle, nous pouvons encore le dire. Et puis, ma foi, j'aurais présenté tout le monde. François-Xavier Lay, le président régional de l'ordre des médecins. Alors, il y a un ordre aussi de passage pour exprimer ou définir cette relation. Alors, je crois que c'est Monsieur Lartiwa, non, qui va commencer. Plutôt l'ARS. Non. Si vous souhaitez, allez-y. Allez, ça c'est une excellente idée, c'est un bon argument. Moi, je trouve que c'est pas mal. Si vous voulez bien commencer, Monsieur Habert. Je pensais qu'il y avait des slides, en fait. Il y a une slide, Qui est le ouais. premier? C'est l'assurance maladie. C'est ce qu'on avait défini au départ. Vous souhaitez que ce soit l'assurance maladie? Allons-y. Sinon, ça va faire un petit peu d'anarchie dans les slides. Bonjour à tous. Donc, effectivement, pour préparer cette réunion, cette rencontre, on nous a demandé déjà dans un premier temps de présenter l'institution. Donc, en l'occurrence, je vous présenterai les caisses primaires d'assurance maladie. Alors, en une diapositive et en 3 minutes. Donc, l'exercice est un peu difficile, mais je vais m'y atteler. Donc, je ne sais pas si... Il marche. Hein. Si, voilà. Superbe. Ok, donc les missions de l'assurance maladie. Alors première chose évidemment, c'est l'affiliation des salariés au régime général, puisque nous protégeons l'ensemble des salariés. Nous vérifions aussi le droit local, puisque nous sommes en Alsace-Moselle. Il faut savoir donc aujourd'hui que 59 millions de personnes sont couvertes par le régime général, ce qui fait 1,7 million en Alsace, donc on représente à peu près 3%. Deuxième mission importante, le remboursement des prestations. Donc là aussi, aujourd'hui, on est à 153 milliards de dépenses pour la santé au niveau donc, de l'assurance maladie. Et en Alsace, ça représente quand même 4,7 milliards. Nous intervenons bien sûr dans le cadre de la prévention, notamment prise en charge des dépistages des cancers, des vaccins, de l'hygiène bucco-dentaire. Nous intervenons aussi auprès des populations en plus grande difficulté financière, puisque nous avons une petite enveloppe là pour effectivement compléter la prise en charge légale et limiter le reste à charge. Aujourd'hui, nous intervenons beaucoup, et en parallèle avec l'Agence régionale de santé, sur la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Donc, c'est l'optimisation des dépenses en cherchant à modifier les comportements, à passer des messages sur les bonnes pratiques, donc avec l'intervention de nos délégués d'assurance maladie et les médecins conseils, ce qui va faire à chaque fois de faire le lien avec les uns et les autres. Bien évidemment, en tant qu'assureur en santé, nous avons un devoir de contrôle et de lutte contre les abus, fautes et fraudes. Donc là aussi, un chiffre, j'en ai relevé quand même l'un ou l'autre, c'est 150 millions de dépenses évitées, récupérées au niveau national et 3,6 millions pour l'Alsace. Et donc pour effectivement répondre aussi à cette question de la relation avec les professionnels de santé, c'est vrai que toutes ces actions impactent les professionnels de santé et les engagent avec nous sur un souci d'égal accès aux soins, à des soins de qualité, avec un accroissement de l'efficience, et c'est cadré par une convention médicale qui est effectivement négociée avec les professionnels de santé.
Voilà donc notre base relationnelle avec les professionnels de santé, et en particulier les médecins, la convention médicale. Merci beaucoup. Ça va être le tour à Monsieur Laurent Habert. Alors, je vais aller encore plus rapidement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence régionale de santé, peut-être pour les 2 internes ou 3 internes qui n'auraient pas idée. Je vais donc les 6 missions traditionnelles de l'agence. Je vais commencer par la 3e, qui est celle pour laquelle les praticiens libéraux connaissent le mieux l'agence. La mission d'organisation, de régulation des soins, qui est très développée en matière d'établissement de santé, en matière médico-sociale, beaucoup moins dans l'organisation de la pratique libérale, notamment des soins de premier recours. Donc l'organisation et le financement de la permanence des soins depuis la création des agences, on a succédé au préfet. L'organisation de la permanence des soins en établissement de santé, les autorisations bien sûr, notamment d'équipements lourds, qui sont un sujet stratégique régulièrement abordé par l'agence. Les politiques d'aide à l'installation, de façon plus générale, s'assurer que sur le territoire de santé, le territoire régional ne se crée pas des déserts médicaux ou des zones avec des difficultés d'accès. Et puis le soutien à l'évolution de l'organisation des soins, notamment par un soutien au projet de pôle et maisons de santé. Alors j'ai pas mis j'aurais pu aussi compléter par ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire le soutien au développement de tout ce qui est système d'information partagé en santé, qui est une archi-priorité de l'agence pour laquelle on consacre des moyens assez importants. Je refaisais le compte, on doit être sur 5 ans à peu près à 10 millions d'euros mobilisés sur la seule région Alsace au titre de ces priorités de type DMP, messagerie sécurisée ou projets régionaux comme Via Trajectoire ou Simral. Je reviens sur le début, protéger la population, je le rappelle, c'est quand même la mission fondamentale. Aujourd'hui, on en entend un peu parler par Ebola, donc c'est quand même le sujet sur lequel on est amené aussi à revenir vers les praticiens libéraux. Plan d'intervention, par exemple, on a fait un schéma de vaccination exceptionnel. On a associé les praticiens libéraux avec l'union régionale. Réception et traitement des signaux d'alerte, comme vous savez, sur toutes les maladies à déclaration obligatoire. Et, par exemple, dans le traitement opérationnel, la prise en charge des cas de méningite, l'agence intervient. Les inspections, c'est plus rare dans les cabinets de praticiens, mais ça arrive et on le fait avec l'ordre systématiquement. On en a généralement 2-3 cas par an quand même. On est amené à aller dans un cabinet de praticien faire une inspection, souvent pour des problèmes d'hygiène. La planification, l'offre de santé, c'est la mission de fond de l'agence, avec le schéma régional de l'offre de soins et le volet ambulatoire qui a été créé. Et puis les 3 dernières, la prévention, notamment sur l'éducation thérapeutique, mais c'est pas le seul sujet sur lequel on intervient. Avec l'Union, par exemple, on intervient dans le financement d'interprétariat à destination des praticiens libéraux dans leur cabinet, et ça participe aussi de cette mission. Qualité et performance du système de santé, ça ne concerne pas beaucoup les cabinets de ville, au moins pour l'action de l'agence. Les échanges à la démocratie sanitaire, l'information, on passe beaucoup par, on leur remercie, par l'Union à travers Interface Réseau pour toucher les praticiens libéraux. Des débats publics aussi menés avec la CRSA, le dernier sur les conduites à risque des jeunes, le prochain à Colmar, 14 novembre je crois, sur le diabète. Voilà de façon succincte. Patrick Le Sur. Donc, je vais vous parler des missions de service médical qu'on peut synthétiser globalement en trois parties. Les 2 dernières sont très parallèles à nos amis de la CPM, et vous verrez que ça recoupe assez ce qu'a dit Marie-Paul Glady. Alors d'abord, le contrôle des prestations individuelles, je crois que c'est le rôle qui est le plus connu. Quand je dîne en ville et que je dis que je suis médecin conseil, on dit « Ah, les arrêts de travail ». Donc j'ai l'impression que cette partie est assez bien connue. Les relations avec les professionnels de santé, là j'espère qu'elle est connue des professionnels, c'est-à-dire porter des messages de santé publique et de maîtrise des dépenses de santé à partir de référentiels, le plus souvent de l'HAS. Et
je pense que la plupart des médecins connaissent les échanges confraternels qu'on fait avec eux sur différents thèmes, donc la ROSP pour eux, et puis on va aller voir aussi sur la iatrogénie médicamenteuse incessamment sous peu. On le fait aussi dans les hôpitaux, on porte des messages de santé publique dans les hôpitaux, sur des interventions comme le canal carpien, sur la pertinence des soins. Et donc on participe aussi aux instances conventionnelles. Et comme tout système assurantiel, on a un service contentieux et j'espère que la plupart des médecins libéraux n'auront pas à le connaître et c'est vraisemblablement le cas. Et donc nous on a un rôle sur la répression donc, des abus et des fraudes et ça peut mener donc dans des procédures contentieuses auprès de différentes structures, le plus souvent l'ordre. Et donc les trois parties. Daniel Ortiwa. Passer la diapo. Non. D'accord. Alors rapidement, puisqu'il nous a été demandé, à vrai dire, le régime local n'a pas d'Alsace et de Moselle, je le précise, n'a pas de relation directe avec les professionnels de santé, néanmoins avec les médecins, néanmoins il a des relations indirectes relativement développées. Rapidement sur le régime, c'est un régime autonome et obligatoire qui est complémentaire du régime général, ce qui veut dire qu'aussi bien en encaissement de cotisation qu'en versement de prestations, nous sommes très adossés au régime général, que ce soit les caisses primaires ou les URSSAF pour l'encaissement des cotisations. Il est géré par un conseil d'administration de représentants d'organisations syndicales de salariés, puisqu'il a la particularité de n'être financé que par des cotisations émanant des seuls salariés. Aujourd'hui, il couvre 1 600 000 cotisants, qu'ils soient actifs ou retraités, en Alsace et en Moselle, parfois un peu plus loin pour ce qui concerne les retraités, puisque nous avons la particularité d'avoir des retraités disséminés un peu sur tout le territoire national et qui restent affiliés au régime local au moment de leur retraite. Avec les ayants droit, nous sommes à 2,9 millions pour un chiffre d'affaires global de 470 millions d'euros environ. Donc c'est quand même un régime qui compte en matière de complémentaires. Mais il n'est pas simplement, je dirais, un pôle de remboursement de soins. Depuis 1999, ce régime a la possibilité de développer une action de prévention à concurrence en financement de 0,5% des prestations qu'il paye dans l'année. Et on m'a fait un décompte extrêmement précis, puisque vous voyez 7 364 000. J'espère qu'on n'a pas oublié les centimes pour le soutien autour de 93 projets de prévention. Alors, ces projets de prévention sont portés par des porteurs divers, mais il y a 2 ou 3 gros porteurs des projets de prévention. Il y a d'une part les unions régionales de médecins libéraux, et c'est là-dessus que je vais m'étendre tout à l'heure. L'éducation nationale, parce que nous avons fait le choix également de s'adresser aux plus jeunes de telle sorte que les bons comportements soient les plus rapidement pris. Et les troisièmes, ce sont, je dirais, tout ce qui tourne autour de l'éducation santé. Les projets qui mobilisent l'ensemble des partenaires, dont les médecins libéraux. Alors j'ai quelques exemples à vous montrer. Un programme régional de réduction du risque cardiovasculaire en Lorraine. Alors je sais bien, nous ne sommes pas en Alsace, mais en Moselle, il y a des choses qui se font également. La relation avec le médecin libéral, c'est en fait le médecin libéral qui va déclencher l'inscription des personnes souffrant de pathologies tournant autour des maladies cardiovasculaires, qui est notre thème d'intervention principal, qui va déclencher l'inscription soit en traitement vers des animateurs sportifs, soit vers de la diététique, soit vers une prise en charge plus globale. Et cette action est en cours depuis 6 ans maintenant. Elle montre des résultats extrêmement concrets du point de vue des paramètres des individus qui sont pris en charge. La file active actuelle est de l'ordre de
1000 personnes, mais en sachant qu'on varie année après année, quoi. Ce programme est pris en charge conjointement avec l'Agence régionale de santé de Lorraine. Nous avons également sur Strasbourg la prise en charge du surpoids et de l'obésité à travers Sport Santé sur ordonnance. Vous voyez, ordonnance, à nouveau intervention des médecins, à nouveau collaboration avec les médecins libéraux pour qu'ils inscrivent les personnes souffrant de pathologies nécessitant une intervention dans la pratique. Et puis enfin, c'est peut-être l'action la plus ancienne et je dirais qui dure depuis quand même relativement longtemps. Dr Schlegel me rappellera que je pense que c'est aux alentours des années 2004 que nous avons mis en œuvre cette action, à savoir une collaboration avec l'Union régionale des médecins libéraux pour faire en sorte de mettre en place une visite médicale de santé publique en Alsace. Elle est portée par l'Union régionale des médecins libéraux qui a une personne dont j'ai oublié le nom, mais on me le rappellera tout à l'heure, Madame Diesel, qui passe dans les cabinets médicaux pour faire le point avec chaque médecin généraliste sur des thèmes de prévention qui peuvent évoluer d'une année ou une autre et les rendre attentifs à telle ou telle particulière, telle nécessité de développer la prévention. Cette action est cofinancée également par l'Agence régionale de santé d'Alsace. Je vous remercie. Et enfin, Pierre-Paul Schlegel. Ah, pardon, François-Xavier Lé, déjà. Merci, je vais essayer d'être très rapide. Vous avez la diapo, s'il vous plaît. Oui, elle vient de passer. Allez-y, voilà. Donc je repasse sur l'organisation, mais surtout je voudrais insister sur les missions. Elles sont définies par un article du Code de santé publique qui résume, je dirais, les missions de l'ordre. Veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement des médecins. Donc vous voyez qu'il y a là un rôle moral qui est déjà la rédaction du code de déontologie, sa mise à jour et son application et le respect de son application. C'est pas le plus gros je dirais des rôles du Conseil. Le Conseil de l'ordre a surtout un rôle administratif et c'est à lui que vont s'adresser en premier les jeunes médecins pour l'inscription au tableau, pour la reconnaissance des qualifications et puis très récemment, ou les contrats aussi. Et très récemment, vient de se rajouter un décret sur la compétence qui nous posera d'ailleurs beaucoup de problèmes dans son application pratique. Ensuite, je donnais le rôle de conciliation avant de passer au rôle juridictionnel. Nous avons le rôle de conciliation obligatoire entre professionnels lorsqu'il y a des conflits, mais également entre médecins et usagers. Il faut savoir que ça nous permet d'éliminer 70% quasiment des plaintes qui n'arrivent pas jusqu'à la chambre disciplinaire. On résout à peu près les deux tiers des saisines des conseils départementaux par la conciliation. Et puis nous sommes présents et acteurs principaux pour ce qui est de la chambre disciplinaire de première instance, la CDPI, où on se retrouve également avec les médecins conseillers de la sécurité sociale à la section des assurances sociales. Alors le Conseil national, lui, a plutôt un rôle d'expert auprès des pouvoirs publics, en particulier le ministère de la Santé, le ministère du Travail et autres, quand il y a des nouveaux textes qui sortent. Et puis, je vous le signale, nous avons signé, je reviens du congrès des médecins de l'Ordre de Paris, où on a eu droit à notre président Hollande. Nous avons également mis en place, et ça va se concrétiser début 2015, et ça, suite à plusieurs, je dirais, drames que nous avons vécus dans la région, de suicides de confrères, de burn-out de confrères ou d'addiction de confrères, nous avons mis en place une entraide avec la Moselle, avec la Meurthe-et-Moselle même, l'Alsace-Lorraine. Vous voyez, c'est politiquement déjà un peu orienté, hein, vous avez compris. Je l'ai pas dit. Hein. Ce rôle d'entraide donc est aussi important, pas seulement au niveau santé, mais également dans cette entraide, nous aurons des avocats, des assistantes sociales, des experts comptables, parce que nous avons des confrères qui ont aussi des soucis financiers. Et puis il y a également pour le Conseil national et pour les différents conseils un rôle de réflexion et de prospective. L'objectif, il faut le savoir, pour l'ordre, c'est la qualité de la médecine. Pierre-Paul Schlegel. Merci.
C'est écrit en tout petit. Vous avez fait exprès? Voilà. J'ai fait exprès pour 2 raisons. D'abord, ces documents sont tous accessibles Ouais. au travers de notre site, donc je vous prie de les télécharger. Il y a les textes et il y a l'avis. Pour vous permettre ensuite de nous poser des questions, je ne vais pas expliquer aux 3 présidents de région présentes, au président de la conférence nationale des unions régionales des professions de santé, des médecins, à quoi servent les unions. D'ailleurs, dans la salle, il y a plus d'élus que d'étudiants. Je ne vais pas non plus leur expliquer à quoi ils sont censés servir. Mais répondre à vos questions, sachant que notre objectif essentiel, et ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une relation partenariale avec tous les institutionnels. Et dans cet esprit-là, bien entendu, nous avons des contraintes et des limites. Le champ conventionnel nous échappe totalement. Le champ du contrôle médical nous échappe totalement. Par contre, notre partenaire naturel et essentiel, surtout au titre consultatif, c'est quand même l'ARS. Et nous avons la chance de, comment dirais-je, d'avoir un partenariat à ce niveau très important qui est, vous n'y êtes pour rien, mais très chronophage, avec une pathologie que nous connaissons tous et qui continue à se développer, la réunionite aiguë chronique, mais qui est nécessaire dans un certain nombre de domaines, bien entendu. Et nous sommes effectivement régulièrement consultés sur tous les sujets, et je crois que c'est une chose que l'on ne peut qu'apprécier. J'espère que nous pouvons apporter un peu d'expertise en la matière. Nous avons aussi, et nous avons la chance d'avoir un conseil, un régime local qui, dans le domaine de la prévention, il vient de vous être donné un échantillon, nous aide beaucoup pour développer la part prévention, information au niveau des patients. Et je souhaite également remercier l'ARS qui s'est impliquée dans le dossier et qui s'est également impliquée, comme cela a déjà été dit, dans l'interprétariat. Je pense que développer davantage, je peux, vous savez, on m'a reproché d'être trop bavard, donc je vais peut-être laisser à Madame Aubin le soin de vous poser des questions et nous sommes à votre disposition en vous remerciant de votre attention. Merci. Puis de collecter aussi surtout les questions qui sont déjà dans la salle. On va vous passer un micro. Donc la règle est toujours la même, même si nous nous sommes déjà vus ce matin. C'est faire comme si on ne s'était pas vu et donc d'avoir la gentillesse de vous présenter. Il y a une demande de parole là. Oui, donc Pierre Lévy, secrétaire général de la CSMF. Je vais d'emblée rentrer dans le débat. C'est que ce que vous venez tous de nous exposer, comme tu l'as dit Pierre, il y a majoritairement des élus ici qui connaissent bien les institutions. Mais moi, ce que je voudrais poser à tous les intervenants, c'est la question, dans la gouvernance à venir prévue des régions et de ce qui arrive du national, comment vont s'articuler toutes ces institutions et quel rapport elles vont avoir dans l'avenir? Parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème. Là, ce qui s'est passé et ce que vous faites actuellement, on arrive à peu près à cerner, surtout après vos explications. Mais ce qui va se passer après, on a un petit peu un flou. Mais vous Donc, pensez à quoi en si disant vous pensez à quoi en disant dans ce qui va venir? C'est le projet de loi de santé, tout Très bien, simplement. merci. C'est quand même dans un an, c'est demain. Hein. Juste qu'on Et voilà. comprenne Donc tous. voilà. Est-ce que vous avez une idée d'abord? Parce que je sais pas. Et je sais pas si votre droit de réserve vous autorise à nous éclairer, mais voilà. Bon, c'est. Pierre-Paul Schiegel. Il a pris le micro. Je ne te remercie pas d'avoir posé cette question. Parce que elle sort du champ de notre compétence, elle est du domaine et de la responsabilité des syndicats représentatifs. Ceci dit, tels que les textes sont rédigés et tels que nous en avons une connaissance, il y aura forcément une répercussion sur notre présence
notre collaboration et surtout le rôle futur qui sera donné à l'ARS. Et, comment dirais-je, nous nous interrogeons également, non seulement sur le rôle, mais comment il va pouvoir jouer sur ce rôle au plus près du terrain lorsque nous serons regroupés de façon aussi importante que prévu dans d'autres textes. Donc il y a 3 éléments qui nous perturbent. Il y a d'une part le projet de loi relatif aux professions réglementées, excusez-moi d'y revenir, document préparé d'ailleurs par des professionnels protégés, dont on peut également s'interroger sur l'intérêt de cette protection par rapport à ceux qui sont réglementés. Le projet de loi concernant donc la nouvelle stratégie de santé et la loi sur la régionalisation. Effectivement, là, nous sommes un petit peu dans l'attente et je ne sais pas si mes Peut-être un autre éclairage depuis la peuvent tribune. nous donner un éclairage nouveau, M. Habert. Je vais m'essayer. Alors, pas sur le projet de loi sur les professions réglementées, parce que pour le coup, on n'en sait pas grand-chose. La ministre s'est exprimée pour ce qui était son champ de compétences, et notamment dans la relation avec les pharmaciens. Et pour le coup, moi, j'en sais pas plus, donc je ne dirai pas grand-chose. Sur la réforme territoriale, ça va être un sujet intéressant pour vous comme pour nous, pour les agences régionales, parce que ça va transformer donner aux agences régionales la taille, d'ailleurs, qui existe dans certaines régions. Donc c'est pas non plus une totale révolution. En Rhône-Alpes, il y a déjà 8 départements, Midi-Pyrénées, je crois 8 également, en région parisienne également. Donc le fait d'avoir à gérer des régions extrêmement importantes est déjà un cas de figure existant sur le territoire. Ça n'est pas très clairement le cas en Alsace. Ça présente aussi le fait d'être une région assez concentrée, assez homogène, carrément des avantages quand même. Enfin, en termes de facilité de relation, il va falloir qu'on change ça, qu'on essaye de s'adapter, trouver un juste niveau entre le régional qui pourra pas tout voir parce que c'est carrément trop long, et donc des relais locaux. Ça posera quand même la question probablement, là je dis à mon partenaire de gauche, de l'évolution des organisations des unions qui seront pas tenues d'eux, mais qui pourront peut-être avoir intérêt à. Alors je ne sais pas ce qu'en décideront les unions. Sur le projet de loi santé, il me semble qu'il y a trois points un peu qui ressortent. Je n'ai pas lu, j'aurais dû, mais pas eu le temps de lire le projet de loi tel qu'il est ressorti, tel qu'il a été présenté au Conseil des ministres. Donc je vais y aller modérément, en espérant que ce qui est sorti n'est pas très différent de ce que j'avais lu avant l'entrée au Conseil d'État. Donc il y a un article qui concerne les relations entre l'État et l'assurance maladie, entre les ARS et l'assurance maladie, qui dit grosso modo, qui ne change pas énormément de choses, qui dit simplement que la coordination entre les deux a vocation à s'élargir au-delà de simplement la gestion du risque, et donc j'imagine s'élargir à la prévention et d'autres choses. Ça ne va pas changer grand-chose, on a déjà quand même des relations très intriquées. Il y a un article qui peut intéresser beaucoup plus directement, notamment les organisations syndicales, qui est sur les relations entre la vie conventionnelle et les agences régionales de santé. À mon sens, sur un des points, elle ne change pas grand-chose, et sur l'autre, elle peut être une opportunité. Sur un des points, elle ne change pas grand-chose, notamment sur la démographie, parce qu'en définitive, c'est déjà le système actuel où les partenaires conventionnels décident d'une enveloppe, etc., et de règles, notamment sur le coût, la majoration de consultation. Et puis après, c'est à la charge en région de voir quelles sont les zones sur lesquelles ça doit s'appliquer. À mon sens, c'est clairement la bonne configuration, parce que je crois fermement que c'est bien en région qu'on a la compétence fine. Pas nous tout seuls d'ailleurs, parce qu'on l'a fait dans le projet régional de santé avec l'Union, et quand on réfléchit aux zones fragiles, on réfléchit jamais seul, très clairement. Mais je crois que c'est vraiment en région où ça doit se décider, parce que c'est vraiment là où on a le meilleur avis qualifié, si je puis dire, enfin la meilleure connaissance du terrain. Le deuxième point sur lequel ça peut changer quelque chose, à mon sens plutôt en bien, mais je sais que c'est pas un avis partagé, c'est la possibilité d'adapter certaines dispositions de la négociation conventionnelle à des réalités régionales.
Je prends un exemple. Alors moi, je suis très favorable. Je peux prendre un exemple sur la ROSP. Il n'est pas certain qu'en région Alsace, toutes les priorités de la ROSP soient exactement celles qu'on aurait prises si on en avait discuté régionalement. On aurait peut-être, par exemple, plutôt mis l'accent sur le cancer colorectal, qui est quand même un vrai sujet en région, et peut-être moins sur le cancer du sein. Sachant que dans les deux, on n'est pas trop mal classé, mais c'est quand même le cancer colorectal sur lequel, je pense, collectivement, on aurait préféré Donc ce genre d'adaptation, je la trouve plutôt de bon sens, et voilà. Voilà. Et je trouve que les partenaires nationaux, si je puis me permettre, auraient intérêt à s'en saisir, parce que c'est plutôt de bon sens. Dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, c'est le service territorial de santé. C'est moins clairement défini. Donc là, il va y avoir pas mal d'échanges, je pense, localement. Grosso modo, ça vise à dire en proximité, assurer, de la façon dont moi je l'interprète, une sorte de panier de soins ou d'organisation minimale ou de clarification de l'organisation à destination des patients et des professionnels d'ailleurs d'abord, sur les conditions de prise en charge, coordination notamment de patients chroniques ou de certaines catégories de patients. Ça se fait par la voie contractuelle, c'est quand même ce qui est privilégié. Donc il va falloir qu'on négocie, ça va poser certaines difficultés aux agences parce qu'on ne va pas non plus avoir de multiples territoires, donc il va falloir choisir ensemble la bonne maille d'interrogation, à mon sens, dans la mesure où c'est essentiellement contractuel. Et je pense où ça relève aussi pas mal du bon sens et de l'organisation, de choses très, très pratiques et pragmatiques. Je ne vois pas non plus quelle difficulté, mais ça va changer nos relations parce que ça va ça va nous amener à faire vraiment de la négo territoriale et locale, ce qu'on ne fait pas actuellement. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui. Si vous permettez, une question, M. Habert. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on rajoute des couches au millefeuille? Parce que ça va encore être une organisation territoriale qui, dans les éléments dont on peut disposer sur le plan organisationnel, génère encore de nouvelles structures de coordination, de collaboration. J'entends bien ce que vous dites et j'en suis convaincu. Le problème, c'est que ça fait encore une structure de plus, ça fait encore des réunions de plus, ça fait encore, j'allais dire, un découpage supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà. Comment va-t-on régler cette surcouche telle que nous l'apercevons dans le dispositif organisationnel? Notre objectif, c'est pas mission impossible, donc on peut peut-être l'accepter, on accepter l'augure, c'est justement de ne pas créer un truc en plus, quoi. C'est-à-dire que dans la négociation, je sais bien que la loi a prévu des conseils, etc. Il faudra qu'on fasse ultra light et pragmatique, c'est-à-dire quels sont les besoins de terrain et ce sur quoi on peut se mettre d'accord. Mais effectivement, je vous rejoins, on peut pas, d'ailleurs nous on n'arrivera pas à le gérer, vous non plus. Et dans une région à 12 départements ou à 10 départements, si c'est Alsace, Lorraine, Champagne, on peut pas avoir 25, 40 conseils territoriaux. Donc il faudra qu'on arrive à avoir le résultat sans avoir l'organisation. Autre chose sur les plateformes, la loi crée des plateformes, on peut dire on rigidifie quelque chose. Je pense que ça participe quand même, à mon sens, si je fais le lien avec ce que je disais ce matin en introduction, il faut qu'on arrive à organiser ça en termes de service, c'est-à-dire partir du besoin des médecins, voir quel est le service dont ils ont besoin et organiser le service en fonction de ces besoins. Si on a cette logique-là, non pas une logique institutionnelle, mais une logique de service, à quoi ça sert, c'est quoi la plus-value, je pense qu'on peut s'en tirer et avoir une bonne discussion. Pierre-Paul Schlegel, puis on va retourner dans la salle. Ce ne sera pas un discours seulement entre nous deux, mais je crois qu'effectivement vous avez raison. Ce qui nous importerait, ce qui nous paraîtrait essentiel, c'est de pouvoir définir les besoins par territoire et d'adapter les moyens à ces besoins. Ça réglera aussi peut-être les fantasmes de déserts médicaux. Ce qui ne veut pas dire que les choses soient simples. Et dans ce dispositif, je pense qu'il serait important et intéressant que l'assurance maladie soit partenaire. Et je ne sais pas quelle est votre situation et quelle est votre, implication dans ce nouveau descriptif territorial dans lequel vous êtes quand même impliqué pour la prise en charge financière.
peu d'éléments aujourd'hui, effectivement. C'est vrai que nous, on a commencé on connaît maintenant les fusions de caisses, puisque rien que pour l'Alsace, vous avez pu constater qu'on était 5 caisses, on n'est plus que 2. Donc la régionalisation aujourd'hui, elle peut effectivement se concevoir aussi. Avec les outils aujourd'hui, vous parlez du financement de la Sécu, des remboursements, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation, on peut envisager effectivement des centres regroupés. Mais par ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas plus d'éléments à vous apporter, sinon que on s'attend aussi effectivement à des restructurations. Monsieur Le Sur. En ce qui nous concerne, le service médical, c'est un service national qui est décliné en région avec un directeur régional. Et ici, on est une région de particularisme, puisque le directeur, il est directeur de la région Alsace-Moselle, à cause d'ailleurs du régime local. Donc on a déjà cassé les frontières. Sinon, par ailleurs, les directions régionales du service médical sont souvent sur plusieurs régions. Par exemple, la Bourgogne, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est déjà, nous, dans des très grandes régions avec un directeur régional. Retour à la salle, non? Oui, Daniel j'aurais Artiwa. souhaité demander à M. Lortiwa s'il n'a pas des inquiétudes sur la pérennité. Justement, il de demandait notre la dispositif parole à l'instant, on l'avait pas vu. régional. Non, s'agissant du régime local, il est déjà interrégional, puisque, comme vient de le dire le docteur Le Sur, il couvre les 3 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il n'est, pour des raisons constitutionnelles que je m'abstiendrai d'évoquer ici plus en détail, il est impossible à étendre aux autres départements qui viendraient s'ajouter à une grande région. Alors, Alsace-Lorraine, Champagne, Ardennes, je ne sais pas, nous verrons bien. Moi, je voudrais simplement dire qu'il est probable que sur le plan de la démocratie sanitaire, les choses évoluent au même rythme que les ARS. C'est-à-dire que si les agences régionales se regroupent en une agence régionale sur la grande région, il est fort probable qu'il va falloir y avoir une réorganisation des points de contact entre l'administration de la santé, les usagers et les médecins, et c'est probablement à travers la loi santé qu'il faut aller chercher la réponse à travers la réorganisation des conférences de territoire. Il nous reste 5 minutes, le temps de prendre aussi votre question, monsieur. Vous attendez depuis 10 minutes. Merci. Oui, merci. Philippe Boutin, donc président de la CNURPS. Alors, surtout une question pour monsieur Habert, parce que j'ai l'impression qu'il sait des choses que nous ne savons pas, et nous ne savons rien. Nous ne savons rien au niveau d'une éventuelle évolution régionale de nos structures. On parle effectivement de nouvelles cartes à périmètre différents, mais on est à moins d'1 an des futures élections théoriquement et on n'a aucune idée de ce qui va se passer au niveau du périmètre. On est à moins d'1 an et on nous parle de séminaires pour discuter séminaires interministériels au mois de février pour discuter de ce qui se passe au niveau des régions, mais nous ne sommes pas invités. Au niveau de la CNURPS, aucun dialogue n'a été entrepris de la part du ministère sur ces sujets. Nous avons du personnel en région, nous avons des structures, nous n'avons pas peur pour nos places, contrairement à des politiques certainement, mais nous avons des structures à faire tourner et aucune lisibilité à une échéance qui est quand même extrêmement courte maintenant. Alors, le séminaire interministériel qui est prévu et que j'ai appris par la bande au mois de février nous laisse moins de 6 mois pour organiser tout ça. Ça me semble extrêmement peu et relève de l'amateurisme le plus total, me semble-t-il. Laurent Habert. Je vais essayer de répondre. Alors non, je n'en sais pas plus que vous, enfin pas substantiellement plus. La seule, non, ça vous rassure pas, mais le seul point qui est sûr, c'est que l'organisation de l'État s'adaptera à l'organisation des régions. Donc si on a une grande région Alsace-Lorraine ou Alsace-Lorraine-Champagne, il y aura une agence régionale Alsace-Lorraine-Champagne. Voilà, ça c'est certain. La deuxième chose qui a été annoncée, qui est publique, c'est que c'est au 1er janvier 2016, donc ça laisse également très peu de temps, effectivement, 1 an à peu près pour faire cette évolution. Après, sur le comment,
Je ne sais pas vous dire si, d'ailleurs je ne pense pas qu'il y aura des incidences automatiques sur les unions. Je pense que c'est quelque chose à discuter. J'ai bien pris en note le fait que vous n'étiez pas au séminaire, qu'il n'y a pas de concertation. Le principe, en fait, c'est effectivement une concertation. Alors, c'est pas dans toutes les régions, c'est dans certaines régions. Parce que ça ne peut pas être sur l'ensemble du territoire, mais avec en particulier les professionnels. Donc, je vais relayer. Le message sera passé et il sera passé à qui peut agir sur ce sujet. Je pense que il me semble qu'il serait utile que votre conférence, l'ensemble des unions, émettent un souhait, un avis. C'est quelle est la... Ouais, voilà. Quel est votre souhait au regard de cette évolution? Est-ce que vous souhaitez vous adapter à l'évolution ou vous considérez que les unions actuelles, dans les régions actuelles, ont également leur pertinence pour des raisons de proximité notamment, etc. Il y a d'autres considérations et je pense que ce sera, à mon sens, le ministère, le pouvoir politique attendra avec attention votre avis là-dessus. Voilà, écoutez, le dossier vous revient. Il est 13h01. Merci à toutes et à tous de votre contribution, de votre attention et bon appétit. À tout à l'heure à 14h.